décrivent éclairent comment la crise s'est-elle déclenchée. Elle s'est déclenchée tout d'abord aux États-Unis, puis en Europe, avec une chute du prix de l'immobilier. En effet, tous ceux qui avaient un studio de 25 mètres carrés étaient persuadés d'avoir un trésor sous la main, demandaient des prix énormes, qui grimpaient d'année en année, jusqu'à un moment où, effectivement, les acheteurs n'étaient pas solvables. Et donc, il y a eu une chute des ventes qui a atteint tous les pays. Dès lors que l'hypothèque, la garantie de la banque, perd de sa valeur, la créance que détient la banque en échange du crédit perd elle-même de sa valeur. Et puis, cette crise s'est diffusée. Et elle s'est diffusée pourquoi? Elle s'est diffusée parce que les banquiers, à qui pourtant, pour un certain nombre d'entre eux, j'ai fait court, veulent avoir à la fois la sécurité et le rendement. On ne peut pas avoir simultanément la sécurité et le rendement. C'est soit le risque, soit le rendement. Alors, comme les banques savent bien que dans leurs créances, il y a des créances qui ne sont pas des créances sûres, comme dans leurs créances, il y a des créances pourries, traduction assez libre de ma part, de junk bond. Comme il y a des créances de mauvaise qualité, les banquiers ont fait ce qu'on appelle de la titrisation. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la soupe avec des bonnes créances, des créances d'État, splendides, du caviar, et des créances de très mauvaise qualité, des créances pourries, j'oserais pas dire le mot qui me vient à l'esprit, mais on a mélangé à la fois le caviar et les déjections. En fait, cette soupe a été divisée en petites parts. On a mis en vente des parts de cette soupe qui mélangeait des bonnes créances et des mauvaises créances. Ces soupes, en anglais, on parle de CDO, Collateralized Debt Obligation. Est-ce qu'on va acheter cette soupe? Mais oui, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont censés surveiller et qu'on appelle les agences de notation. Elles regardent, le banquier lui montre à peu près ce qu'il veut, théoriquement tout, mais ça c'est totalement théorique, et elles disent « Oh là là, ça c'est de la bonne soupe, il y a plein de bons du trésor, il y a plein d'emprunts d'État. Allez, je note cette soupe 3 fois A, triple A, ça c'est de la bonne soupe, et cette soupe, on la diffuse partout. » Les agences de notation ont en fait une indépendance douteuse. C'est comme si mes étudiants étaient ceux qui me payaient. Je leur remettrai à tous 18, histoire d'en avoir de double l'année d'après et d'être plus riche. Et les agences de notation sont rémunérées par ceux qui sont censés noter. Enfin, ces produits mélangés, ces soupes, ces cicaves, ces soupes, où sont-elles? Un peu partout. Elles se retrouvent dans les fonds d'investissement. Les caisses de retraite, en attendant que les gens soient à la retraite, placent leur argent et achètent un peu de ces produits dans lesquels il y a des créances douteuses. Les pays riches qui ont de l'épargne, les épargnants des pays riches en ont. Certains d'entre vous ici, parmi les plus anciens, non pas élèves, mais en âge comme moi, en ont peut-être. Il y a un mois, en décembre, au Sénat, en France, j'ai étudié à peu près le même
comme sujet, et il y avait, c'était un dîner-débat, et il y avait devant moi un sénateur, cheveux tout blancs, rosette sur canapé à la boutonnière, et je me retourne vers lui et je lui dis, monsieur, compte tenu des hautes fonctions qui sont les vôtres, et ne m'en veuillez pas de votre âge, que je vais bientôt rattraper, est-ce que vous avez de l'assurance vie? Il me répond, mais évidemment. Savez-vous en quoi votre compagnie d'assurance a placé l'épargne que vous lui avez confiée? Elle me dit, ah non, pas du tout. Je dis, alors vous êtes certain de ne pas avoir de produits pourris dans votre épargne? Il est devenu tout blanc, non seulement lui, mais tout un tas de ses voisins. En fait, les créances sont partout et plutôt localisées dans les pays riches, mais également dans un certain nombre de pays en voie de développement dont la balance commerciale est excédentaire, à savoir les pays pétroliers et la Chine. Au départ, on avait une crise de liquidité. Tous ceux qui avaient peur venaient retirer leur argent. On se retrouvait dans la même situation que celle historique de la banque de John Law, qui avait fait faillite au milieu du XVIIIe siècle. Exactement de la même façon, les gens venaient retirer leur argent et la banque n'avait plus d'argent à leur donner. Ce n'était qu'une crise de liquidité. Mais cette crise de liquidité s'est amplifiée. Parce que c'est plus l'argent qui manquait. C'est que la banque, bien au-delà de l'argent qui manquait pour répondre aux demandes des clients, s'est retrouvée à faire des pertes, et donc on s'est retrouvé devant des crises de solvabilité. Et on est passé tranquillement de l'un à l'autre.